Le 3 janvier dernier, à peine l'année commencée, le président vénézuélien Nicolás Maduro est arrêté, kidnappé et le pays bombardé. C'est Donald Trump qui l'a décidé. Dit comme ça, avec toutes ces rimes en « et », on pourrait croire que ceci est une fausse histoire pour démarrer l'année, tellement cela paraît incroyable. Mais rien de faux dans tout ça. Une opération spectaculaire, brutale, a été menée par les États-Unis au nom de la lutte contre le narcotrafic. Donald Trump a choisi de piétiner le droit international pour parvenir à ses fins, à peine masquées, faire main basse sur le pétrole vénézuélien. Est-ce un retour assumé de l'impérialisme américain en Amérique latine ? Le Venezuela est-il la première étape d'une opération de plus grande ampleur sur le continent sud-américain ? On parlera de tous ces points précis dans la seconde partie de cette émission, mais d'abord, on va se demander ce qui se passe réellement, actuellement, au Venezuela. Qui gouverne le pays? Dans quel état se trouve la population entre les pros et les anti-Maduro? Un peuple vénézuélien déjà fragilisé par des années de crise économique, de sanctions et de tensions politiques. Et pour cette première partie, je reçois Philippe Ristic. Vous êtes doctorant en sciences politiques et spécialiste des phénomènes politiques et sociaux contemporains en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et avec nous également, Philippe Alcoy. Vous êtes chercheur indépendant et membre du Comité international de révolution permanente. Et on va tous les trois pouvoir discuter de ce qui se passe au Venezuela. C'est parti pour l'entretien. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé ces derniers jours au Venezuela. Comment vous avez vécu cette séquence? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? D'abord vous, Philippe Ristic. Écoutez, on est face à une situation d'une extrême gravité, dans la mesure où ce qui s'est passé au Venezuela était malheureusement prévisible. On avait les signes avant-coureurs. Pendant des années, le gouvernement vénézuélien lui-même dénonçait les tentatives de coup d'État répétées, les incursions de mercenaires, évidemment le siège économique du pays qui a étouffé le Venezuela d'une manière extraordinaire. Et on est au fond face à l'aboutissement de tout ça, avec une intervention militaire directe, cette fois des États-Unis d'Amérique, avec leur propre armée, puisque je rappelle que ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois depuis le début de la dite révolution bolivarienne qu'un président vénézuélien est séquestré. Le président Chavez aussi a été séquestré pendant 48 heures. C'était l'armée vénézuélienne qui lui était restée loyale. Il a pu revenir au pouvoir après, en tant que président constitutionnel et élu du pays. On parle de l'année 2002, 3 ans seulement après le début de la révolution. Et aujourd'hui, de nouveau, on a une opération avec la séquestration du président et de son épouse, assez unanimement condamnée dans les cercles politiques internationaux. Mais au niveau du courage de certains États et de représentants politiques internationaux, il en manque. Il en manque du courage. On en parlera tout à l'heure. Et vous, Philippe Alcoy, comment vous avez vécu cette séquence-là? Oui, et c'était évidemment prévisible. L'attaque, même la question s'était posée de comment les États-Unis allaient réagir. En réalité, comment ils allaient agir, mais en tout cas, et bon, c'est un peu comme on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine, qu'on voyait que ça allait arriver, mais là, c'était assez clair. Et je pense que c'est quelque chose d'assez inouï en Amérique latine parce que c'est un continent traversé dans son histoire par beaucoup d'interventions, d'ingérence de l'impérialisme, des différentes puissances impérialistes, non seulement les États-Unis, mais notamment les Européens. N'oublions pas que l'Amérique latine a été pendant longtemps l'arrière-cour, mais plutôt de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Mais ce type d'image qu'on voit une capitale et plusieurs points d'un pays important comme le Venezuela qui est bombardé, qui rappelle des images d'autres conflits. Non, je parlais de l'Ukraine, le Yémen ou d'autres conflits. En Amérique latine, c'est un continent qui n'est pas habitué à ça. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez grave. Et en plus, redoublé par le fait qu'on a enlevé un président. Je ne sais pas si c'est carrément une déclaration de guerre. Donc oui, effectivement, c'est un niveau d'offensive très importante qui, de la part des États-Unis, qui cherche à envoyer au moins 2 messages. Un, non seulement contre le Venezuela, mais contre toute la région, pour discipliner tous les gouvernements de l'Amérique latine, mais aussi un message envoyé à ses concurrents
rivaux au niveau international, notamment la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres. Et donc voilà, c'est effectivement... On va en parler plus en détail justement dans la deuxième partie de cette émission. Et aujourd'hui, juste qui détient le pouvoir réel dans le pays, au Venezuela? La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, est-elle légitime pour l'ensemble de la population? Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire face à Trump qui l'a menacée dès qu'elle a pris le pouvoir, si jamais elle ne suit pas ce que lui demande? Et je me demandais aussi le rôle de l'armée dans tout ça, en fait. Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut être très clair. Constitutionnellement parlant, au niveau des institutions vénézuéliennes, la continuité de l'État est assurée. La vice-présidente est celle qui doit remplacer, en cas de vacance de la présidence de la République, le président en personne. Ça a été le cas. Tous les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs législatifs, exécutif évidemment, judiciaire, mais aussi au Venezuela, on a un pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir citoyen et le pouvoir électoral. Tous les pouvoirs ont affirmé la continuité de l'État à travers l'exercice constitutionnel de la présidence par Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, qui est une figure aussi du chavisme, qui a une longue histoire militante, bien ancrée à gauche, et qui n'est pas connue au Venezuela, en tout cas pour les observateurs attentifs, comme étant une traître en puissance ou quelqu'un qui serait compromis avec les États-Unis. Ça, c'est important de le dire parce que la continuité de l'État est assurée. Maintenant, je pense que cette opération n'est pas seulement militaire, c'est une opération politico-militaire. C'est-à-dire que vient maintenant la phase, après avoir séquestré, kidnappé un président en exercice, vient maintenant la phase de la division, de la tentative de division du chavisme à l'intérieur du Venezuela. Et tout le monde se rend compte maintenant que le chavisme, ce n'était pas qu'un seul homme, que ce n'était pas supposément un dictateur qui dirigeait tout, mais c'est une force aussi sociale. On a vu des milliers de personnes défiler à Caracas, hier et encore aujourd'hui. On a vu un État, au final, solide, qui a su remplacer très rapidement la vacance à la tête du pouvoir et qui réclame le retour du président de la République, qui d'ailleurs continue à affirmer que le seul et unique président de la République, c'est Nicolás Maduro, et qui, dans cette perspective, va assurer la continuité administrative de l'État et assurer la défense du pays, puisque Trump continue à menacer le pays. Mais on a aussi vu des gens manifester et étant contents que Nicolás Maduro ait été arrêté. Il y en a qui étaient contre, mais au final, on a aussi ça actuellement au Venezuela. Comment ça s'explique? Parce qu'au final, on peut considérer que c'est des oppositions politiques basiques, mais quand même, voir toute une population, une partie en tout cas, sortir dans la rue et se satisfaire de cette arrestation, comme on vient de le dire, même ce kidnapping, ça peut être surprenant. Toutes les images qu'on a vues, en tout cas, moi, j'en ai pas vu du Venezuela lui-même. J'ai vu que des manifestations en dehors du Venezuela. Je pense que je ne vais pas jeter ici la pierre à tous ceux qui ont dû partir du pays, qui sont, selon les chiffres officiels du Venezuela lui-même, environ 2,5 millions de personnes. Le chiffre de l'ONU est très critiquable parce que ce n'est pas le chiffre de l'ONU. L'ONU dit 8 millions de personnes. En réalité, pour ceux qui cherchent un peu plus que ce que dit l'ONU, l'ONU reprend les chiffres de chaque gouvernement et tous étaient des gouvernements acquis à la droite dans les années 2010-2020. Et sur ce chiffre, vous additionnez quelqu'un qui part en Colombie, puis qui traverse le Pérou, et qui arrive au Chili, ça fait 3 fois le même Vénézuélien qui arrive, ils arrivent au chiffre de 8 millions. Le Venezuela lui-même dit qu'il a traversé une grave crise économique du fait des sanctions américaine, du fait de l'asphyxie économique. Et ces millions de personnes, on ne peut pas leur jeter la pierre. Maintenant, est-ce que être vénézuélien, c'est une garantie d'avoir la vérité infuse et de dire la vérité absolue sur son pays? Je ne sais pas, peut-être aux Français, les 35% de Français qui veulent voter Bardella, on peut leur dire aussi qu'ils ont une opinion certaine et très bonne de leur pays. Ça ne veut rien dire être vénézuélien. Ce qu'il faut, c'est avoir une opinion éclairée et sourcée et ne pas oublier. Et je terminerai là-dessus, qu'au Venezuela, il y a une extrême droite, et je pense qu'avec le prix Nobel de la paix, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait une extrême droite vénézuélienne forte et qui a des soutiens, et notamment à l'international. Mais maintenant, il s'agirait d'essayer de passer à l'autocritique de ceux qui ont cru pendant des années ce récit de l'extrême droite diffusé, ce récit de la dictature, des régimes totalitaires, autoritaires ou que sais-je, qui est très critiquable
Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais il faut être attentif à ça. Philippe Alcoy, justement, on le disait, Delcy Rodriguez a pris la suite de Maduro. Elle n'est pas pro-Trump, mais Trump l'a menacé justement de plutôt suivre sa ligne à lui, sinon elle risquerait des sanctions. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir tenir en place, ou finalement, dans les jours qui viennent, les choses vont déjà vont évoluer fortement? On verra, parce que la situation elle vient de juste... tout est en cours. Et d'ailleurs, même le fait qu'elle soit au pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle va réussir déjà. Et ça ne veut pas dire qu'elle a beaucoup de marge de manœuvre déjà, d'une part. Trump l'a clairement dit qu'elle le laisse en place. Je pense que les États-Unis ont tiré les leçons de ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays où il y a eu un effondrement de l'État. Je pense qu'ils essayent de garder une sorte de stabilité dans l'État. Et pour l'instant, je ne sais pas si moi, je ne serais pas si certain de dire l'État, le régime tient. Pour l'instant, ils n'ont pas trop le choix. On ne sait pas trop comment ça s'est passé parce que l'opération a été, d'un point de vue militaire, a été un succès terrible, une défaite importante pour le régime et même pour les masses. Mais c'est pas encore consommé, mais la question, c'est de voir effectivement comment ça évolue, la situation. Et pour l'instant, les États-Unis ont dit non à María Machado. Ils n'ont pas accepté de mettre la droite au pouvoir, c'est-à-dire ils cherchent une sorte de continuité dans le régime, peut-être pour voir s'il y a des ailes qui peuvent aller vers une situation plus favorable aux États-Unis. Donc, pour l'instant, il est trop tôt de dire que c'est fini, déjà parce qu'il faut voir vraiment la réaction des masses. Parce que pour l'instant, il y a eu hier une grande manifestation, mais il faut voir jusqu'où ça va. Si les États-Unis vont attaquer à nouveau, et s'il y a ou pas des secteurs même du régime, à l'intérieur même du régime, qui décident de dire on donne Maduro et on essaye de négocier. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Je ne serais pas trop dans disons, une perspective aussi positive parce qu'ils viennent de subir une défaite assez importante. Le président était enlevé. Et même, je dirais, la situation elle est trop calme par rapport à ce que je disais au début. C'est une déclaration de guerre. Enlever un président, c'est une déclaration de guerre. Et étonnamment, l'opération s'est passée. Il n'y a pas eu un coup de fusil, il n'y a pas eu beaucoup de résistance. On a eu des coups de fusil. Et oui, il y a eu surtout des morts du côté du Venezuela, mais les images, on voit beaucoup d'hélicoptères voler très bas, de façon très paisible. Donc ça interroge sur, oui, voilà, est-ce qu'il y a eu justement une attaque, un hacking qui a inhibé les défenses antiaériennes du Venezuela, ou est-ce qu'ils ont décidé de ne pas réagir pour ne pas aller plus, voilà, provoquer une attaque plus importante. Donc, laissons un peu le temps pour voir, mais voilà, la situation reste très contradictoire et confuse pour l'instant. Notre journaliste André Manivit s'est entretenu tout à l'heure avec le chercheur spécialiste du Venezuela Thomas Passado, maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'université de Rouen, qui lui ne croit pas que ça va être si simple pour les États-Unis. On l'écoute. Les États-Unis ont favorisé la sécession de Panama, de la Colombie, et c'était un moment où les États-Unis étaient une puissance industrielle ascendante, nouvellement première puissance industrielle mondiale. Aujourd'hui, c'est pas la même période. Aujourd'hui, les États-Unis sont doublés par la Chine dans la plupart des pays de la région, surtout en Amérique du Sud. Et on peut se poser la question si ces actions elles vont enrayer le déclin des États-Unis en Amérique latine ou au contraire l'accélérer, parce que la plupart des Latino-Américains voient désormais la Chine en un partenaire plus fiable qui a des vraies raisons de faire du commerce avec l'Amérique latine. Justement, au Venezuela, quand on entend ça, est-ce qu'on peut se dire que est-ce que le Venezuela a encore le moyen de décider de son avenir par lui-même, étant donné la mainmise, même si ça ne va pas être si simple pour justement Trump et les États-Unis, la mainmise des États-Unis sur le pays à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité vraiment de décider de leur avenir
Oui, pardon, je reviens juste sur ce terme de régime. Je ne suis pas d'accord avec ce qualificatif de parler du gouvernement vénézuélien comme un régime. Aujourd'hui même, au moment où on parle, l'Assemblée nationale la nouvelle Assemblée nationale issue des élections de l'année dernière est en train de se mettre en place. On y a des députés d'opposition qui ne sont pas ceux de l'extrême droite vénézuélienne, qui ne sont pas ceux de María Corina Machado, y compris l'ex-candidat présidentiel face à Chavez et face à Maduro en 2013 et en 2012. Et il y a des institutions qu'il faut respecter et des élections, 33 en 26 ans de révolution, qui ont été mises en place. Maintenant, quant à savoir s'il y a une démocratie au Venezuela, certainement pas la démocratie libérale, qui est rendue impossible par les sanctions, par l'état de guerre, parce qu'en guerre, en Ukraine, on admet tout à fait que l'Ukraine interdise le Parti communiste, suspende les élections, mais le Venezuela qui subit lui aussi, depuis même peut-être plus longtemps que l'Ukraine, devrait lui continuer à organiser des élections, et il continue à le faire. Mais c'est une élection où vous êtes candidat chaviste, et vous êtes accusé, vous avez 50 millions de dollars de primes sur votre tête. Donc si vous perdez l'élection, soit vous allez en prison, soit vous êtes tué par une puissance étrangère ou kidnappé. D'ailleurs, ça se confirme maintenant. C'est ça la démocratie, et le manque de démocratie et le qualificatif de régime qu'on est en train de, dire. La réalité des Vénézuéliens à l'heure actuelle, elle est quand même pas joyeuse. Indépendamment même de l'arrestation de Maduro, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivaient dans des conditions de misère. C'est quand même très compliqué pour eux. Donc j'entends ce que vous dites, mais je me rends compte que de la réalité sur le terrain, c'était pas si simple que ça. Et sinon, certaines personnes ne quitteraient pas non plus le pays. Je veux dire qu'il y a des réalités concrètes qui font que, du coup, c'est ma question qui suit, et vous pourrez tous les deux y répondre. Est-ce que là, avec cette arrestation et les oppositions réelles du pays, on peut, je ne sais pas, dans la déstabilisation réelle des Américains, craindre une guerre civile, quelque chose qui pourrait s'envenimer entre les Vénézuéliens? C'est la question que je me pose. Je vous la pose d'abord et je voudrais avoir votre réponse après. C'est ce qu'ont cherché les États-Unis depuis 26 ans. C'est la guerre civile au Venezuela, monter les Vénézuéliens les uns contre les autres, parce que gagner une élection, si vous gagnez une élection face au chavisme, vous laissez le chavisme en vie, puisqu'il peut gagner la prochaine. Oui. L'opposition a gagné 2 élections, une en 2008, un référendum si je ne me trompe pas, en 2015, l'Assemblée nationale. Et là, ils acceptent les résultats. Ils n'ont jamais accepté les résultats des autres élections quand ils les perdent, mais quand ils les gagnent, ils les acceptent. Donc dans ce cadre, si vous voulez, l'idée c'était de faire tomber un régime. D'où le récit de la dictature que je me permets de remettre en cause ici, du régime vénézuélien. Ce récit-là, faire tomber un dictateur, ça permet d'éradiquer pour de bon le chavisme comme force sociale au Venezuela. Qu'on peut critiquer, bien sûr qu'on peut critiquer le Venezuela, bien sûr qu'il y a 1000 choses à critiquer dans le Venezuela, mais combien sont les pays aujourd'hui qui proposent une alternative au néolibéralisme? Le Venezuela n'est pas en phase de socialisme ou de communisme avancé. Le Venezuela a eu le tort, depuis 26 ans, de dire que le pétrole devait leur appartenir, devait appartenir au peuple vénézuélien. Les Américains, les Nord-Américains, Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir à la situation antérieure à 1999, c'est-à-dire quand les États-Unis volaient littéralement le pétrole du Venezuela. Ils l'achetaient à $3 le baril. $3. Et Chavez est arrivé au pouvoir en disant « Écoutez, on peut quand même redistribuer un peu mieux les richesses ». Et Maduro a continué dans cette logique-là. Et par la continuité de ce projet politique, il y a eu des attaques qui ne datent pas de Trump, qui ont été aussi celle de Biden et depuis Obama, qui avait déclaré dès 2015 le Venezuela comme une supposée menace extraordinaire et inhabituelle pour les États-Unis d'Amérique. C'est ça la situation. Philippe Alcoy, justement sur cette question d'éventuelles tensions à l'intérieur du pays qui pourraient amener à une guerre civile. Oui, et moi je pense que l'espoir du Venezuela, c'est les masses, c'est les travailleurs. Et clairement, aujourd'hui, le Venezuela et toute la région, et non seulement les masses et les travailleurs du Venezuela, mais de toute la région, et un grand mouvement anti-impérialiste. Parce que ce qui se passe au Venezuela, c'est un précédent. On est en train de poser un précédent. En Europe, on parle beaucoup du Groenland, mais comme on disait un peu au début, après c'est Cuba. Et après, peut-être c'est Petro, peut-être c'est la Colombie, et peut-être c'est le Brésil après. Et après, qui d'autre
Et je pense que les États-Unis, en déclin hégémonique, sont en train d'attaquer clairement et d'essayer de garder leur arrière-cour comme ils l'entendent, en tout cas. Et c'est une offensive très importante. Donc, de ce point de vue, la question, c'est de savoir comment un mouvement anti-impérialiste peut avoir lieu. Et la question que moi, je pose ici, justement, c'est que le régime, parce que pour moi, c'est un régime chaviste, et il a certes eu des phases nationalistes, il a nationalisé en partie le pétrole, mais en rachetant des entreprises aux multinationales au prix du marché, d'ailleurs, et en créant des entreprises mixtes, etc. Mais aussi, le chavisme, ici, quand on parle, le problème, c'est quand on parle en Europe, en Occident, de la répression du gouvernement, de Maduro, le régime, etc. C'est contre la droite. La droite, tout le monde, oui, les pauvres. Mais en réalité, il faut dire qu'il y a une grande répression aussi contre les mouvements à gauche du chavisme. Et pendant des années, des syndicalistes ont été réprimés et même avec l'approfondissement de la crise économique dans le pays et les mouvements qui venaient de la part des classes populaires, des travailleurs qui ont été soit interdit le syndicalisme, interdit les manifestations, réprimé des personnes, jusqu'à récemment, des mamans qui ont été, des personnes emprisonnées qui ont été réprimées par la police. Donc, moi, je finis l'idée. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que justement, la meilleure défense aujourd'hui face à une agression terrible de l'impérialisme, c'est un mouvement anti-impérialiste. Mais quand un régime qui réprime, et le problème, c'est que ceux qui pourraient se mobiliser sont réprimés. Quelle répression ? Alors, avant qu'il donne des exemples, juste on fait une petite... on va pouvoir poursuivre, on a encore du temps, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir poursuivre cette discussion qui est fort intéressante. Depuis l'enlèvement de Maduro, Donald Trump a multiplié les menaces envers d'autres pays. Je vous propose de l'écouter et on accueille notre prochain invité. Il y a des usines de fabrication de cocaïne dans ce pays. Mais il fabrique de la cocaïne pour l'envoyer aux États-Unis. Donc il faut qu'il fasse attention à ses fesses. Cuba est un sujet intéressant. Le pays ne s'en sort pas très bien. Le peuple souffre depuis de nombreuses années et je pense que le sujet de Cuba reviendra. Car il s'agit d'un pays qui est en échec, un pays qui est en faillite. C'est très grave. Et c'est en fait assez similaire. Nous voulons aider les personnes qui vivent à Cuba et les aider à retrouver une belle vie. From the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. A lot of Cubans were killed yesterday, you know that. Cuba is ready to fall, you know. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Claire Rabès, vous nous avez rejoint pour cette dernière partie d'émission. Vous êtes consultante politique et surtout, entre autres, militante du Parti démocrate. Que pensez-vous justement de ces menaces de Donald Trump ? Peut-on imaginer d'autres attaques à l'avenir, dans les semaines à venir ? Difficile après ce qu'il vient de faire, parce qu'on a toujours l'impression qu'on discute de quelque chose qui est probable, dont évidemment il fait des menaces, mais qui ne vont pas vraiment être mises en œuvre. Et force est de constater que ce que fait Trump aujourd'hui est de l'ordre du programmatique. Donc effectivement, ce qu'il dit sur Cuba, ce qu'on peut compléter avec les origines de Marco Rubio, secrétaire d'État et qui est aussi conseiller à la Maison-Blanche, fils d'émigrés cubains, qui a fait une de ses priorités politiques depuis longtemps de reprendre Cuba, comme il le dit lui-même, donc, comme vient de l'expliquer Trump, pour une meilleure vie pour les Cubains, etc. Donc ça paraît effectivement loin d'être quelque chose qui n'est pas envisageable. Aujourd'hui, ça paraît quelque chose de presque programmatique et d'annoncé par Donald Trump. Et est-ce qu'on est en train finalement d'assister à l'expression assumée du traditionnel impérialisme américain ? Ou alors Trump est guidé par autre chose ? Parce qu'on l'apprend dans le New York Times et dans le Washington Post que Trump a potentiellement décidé de renverser Maduro après que ce dernier ait dansé pour se moquer de lui et qu'il n'a pas voulu mettre au pouvoir Machado car elle n'a pas voulu lui offrir son prix Nobel de la paix. Est-ce que c'est politique ou Trump il peut être aussi animé par son ego fragile ?
Voilà, alors je ne suis pas psychologue, néanmoins ce serait intéressant de voir effectivement ce qui est à l'œuvre chez Donald Trump parce que très clairement ça fait partie de sa personnalité et bien sûr que ça a pu jouer. Ses propos récents sur le président colombien où il a dit qu'il fallait qu'il fasse attention à ses fesses dans la traduction réelle de ce qu'il a dit. On a toujours pensé justement que Trump attendrait tranquillement les élections de mars 2026 puisque Gustavo Petro va avoir du mal, enfin il ne peut pas se représenter mais son parti pourrait éventuellement gagner, mais ils sont vraiment en difficulté par rapport à la droite conservatrice. On pourrait penser qu'il va attendre tranquillement de voir ce qui se passe en mettant la pression, comme il l'a fait en Argentine, en soutenant Milei, etc. Mais là, il a quand même clairement menacé d'une possible intervention la Colombie. Donc oui, il y a une dimension égotique extrêmement forte chez Donald Trump, mais qui derrière sert une politique d'impérialisme, mais qui, et on le sait historiquement, a toujours été servi par aussi beaucoup d'ego. Donc il ne fait absolument pas exception. Et d'ailleurs, le Washington Post lui avait fait bien plaisir aussi en appelant la doctrine Monroe Donroe pour Donald Trump, parce qu'effectivement, il l'a reprise à son compte. On a fait un corollaire comme Theodore Roosevelt l'avait fait avant lui et qui était aussi décrit quand même par ses biographes comme quelqu'un qui avait une forte image de lui-même. Donc ces hommes, j'insiste, ces hommes ne font pas exception. Philippe Ristic, justement cette volonté impérialiste américaine, vous êtes aussi spécialiste de l'Amérique latine au-delà même du Venezuela, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment un programme que Trump répète depuis longtemps et qui va mettre en œuvre, ou il est dans la politique, soit on est avec moi, enfin un peu généralement les Américains, soit on est contre moi en gros. Il a quelques alliés en Amérique latine, j'ai le sentiment, et ceux qui ne sont pas ses alliés doivent subir son courroux, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la propagande qui fait partie de l'opération en cours, qui est celle de reprendre les informations diffusées historiquement par les services de renseignement américains dans la presse qui leur est favorable, en parlant de choses d'ego, etc. Que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit Trump 1, que ce soit même Obama, c'était la même attitude face au Venezuela, c'était la même attitude depuis le début de ce qu'on appelle la révolution bolivarienne, donc il n'y a pas de changement là-dessus. Et bon, je me permets parce que quand même, je pense que c'est grave d'arriver à un point aujourd'hui où on admet qu'au Venezuela, il y a eu une dérive autoritaire, qu'il y a une dictature, qu'il y a un régime, etc., sans jamais remettre en cause et sans jamais aller voir les sources de qui dit ça et pourquoi dit ça. Mais il y a quand même des éléments factuels. Si la population quitte un pays, s'il y a des opposants politiques qui sont menacés, c'est pas que des sources. Alors, il y a des éléments. Quels exemples et quelles sources? C'est ça qui est intéressant. Parce que, avec tout le respect, oui, bien sûr, je me suis mis à étudier toutes les sources. Qui est toujours cité? On a Amnesty International, on a les ONG sur place, mais personne ne se met à regarder dans le détail, y compris ce que disent les ONG respectées comme Amnesty International, parce qu'on pense qu'Amnesty France, c'est la même chose qu'Amnesty Amérique latine, et même l'ONU, ce que dit l'ONU. Dans le cas d'Amnesty International, personne se demande pourquoi Amnesty International et Amnesty Amérique fait un tweet de félicitations à María Corina Machado, la prix Nobel de la paix, c'est-à-dire l'extrême droite vénézuélienne. Est-ce qu'il n'y a pas des connivences? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'Amnesty International, en fait, n'a pas de bureau, n'a pas d'équipe sur place et prend en compte uniquement les ONG vénézuéliennes qui sont toutes, et il n'y a qu'à aller sur leur site internet, financées directement par les États-Unis d'Amérique. Il faut aller sur leur site internet et se renseigner. Ils font que copier un modèle qui a été mis en place par la prix Nobel de la paix elle-même, qui est celle qui inaugure dès 2001 le modèle de l'ONG parti. C'est-à-dire que si c'est un parti politique qui parle, on va dire forcément l'opinion est biaisée, va dans un certain sens. Mais si c'est une ONG, alors là, par contre, c'est la société civile, c'est joli. Bon, María Corina Machado, elle arrive à la politique comme ça, par l'ONG. Et la stratégie, toujours, de cette opposition d'extrême droite, pas toute l'opposition vénézuélienne, ça a été ça. Après, le reste sur la répression, personne ne se pose la question, quelle répression, de quelle répression on parle? Donc, juste pour comprendre, oui. Pour vous, tout ce qu'on peut dire sur Nicolás Maduro en termes de répression, en termes de parfois
le fait de pourchasser des opposants politiques, le fait que ces opposants politiques doivent quitter le pays, parfois pas tous d'extrême droite, parfois certains étaient même dans son camp, étaient des anciens compagnons de combat politique. Pour vous, tout ça, c'est pas... Non, mais je veux bien qu'on dise des choses générales. Non, ok, j'ai un exemple précis. Je n'ai juste pas le nom de cette personne, mais l'ancien ministre du pétrole sous Chavez, qui pensait qu'il allait pouvoir prendre le pouvoir à la place de Maduro quand Chavez a quitté le pouvoir. Le ministre Ramirez, ok. Voilà. On est d'accord que c'est pas le grand ami de Maduro et que du coup il a dû lui aussi choisir... Condamné par la justice vénézuélienne pour corruption, pour avoir volé des millions de dollars dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Après, je veux bien qu'on remette toujours en cause... mais il n'y a pas de problème. En fait, j'entends ce que vous dites et je comprends la position que vous avez, mais je dis juste qu'en fait, il y a des réalités qu'on ne peut pas non plus nier parce qu'on est pro-Maduro. Là, par exemple, je vous donne un exemple. Okay. Il y a le ministre du pétrole, c'est le ministre du pétrole de Chavez dont vous parlez. Oui. Il y a aussi le ministre du pétrole de Maduro qui est en prison, de Maduro lui-même, qui était un proche, condamné lui aussi pour corruption. L'autre a réussi à s'échapper, il vit à Bogota en Colombie. Sur la répression, on peut parler de la répression. En 2024, tout le monde a dit répression hyper dure contre les manifestations. Il y a eu 28 morts. J'ai les chiffres ici, c'est les chiffres officiels, remis en cause par personne. 28 personnes tuées, 195 blessés, 486 biens publics et privés détruits, 75 centres éducatifs, 41 centres de santé. Il y a eu 2000 personnes qui ont été arrêtées. La majorité ont été relâchées. D'accord. Qui répond de ces morts ? Pas une seule plainte a été déposée pour lier la police à ces morts. Et quand des plaintes sont déposées, je ne dis pas que la justice vénézuélienne est parfaite, je ne dis pas que le Venezuela est parfait, et quand des plaintes sont déposées contre des policiers qui auraient commis des actes délictuels, on est en Amérique latine, il y a un contexte général, c'est pas que le Venezuela, les chiffres officiels du Venezuela lui-même, 509 policiers et membres des forces de l'ordre ont été condamnés par la justice entre 2017 et 2023. C'est le procureur général de la République du Venezuela, dont on dit qu'il est chaviste, etc., lui-même qui le dit. Donc, moi, ce que je veux pour moi, c'est les sources et qu'on remette en cause les sources de nos informations. Il y a aucun problème, j'entends et je comprends, même si je ne suis pas forcément d'accord, mais j'entends votre point de vue. Pour débattre. Philippe Alcoy, justement, pour revenir sur l'Amérique latine et la volonté impérialiste de Donald Trump, on l'a entendu sur la Colombie, sur le Mexique, Cuba aussi. Pourquoi ces pays sont dans le viseur américain ? Bien entendu, on comprend que c'est une volonté impérialiste, mais est-ce que, justement, vous y voyez encore autre chose ou Tous les pays sont dans le viseur des États-Unis. La question, et c'est pas une question de Donald Trump, c'est une question structurelle. Et c'est une question de l'impérialisme nord-américain, que ce soit les démocrates ou les républicains qui sont au pouvoir, parce qu'en plus, il y a des pouvoirs qui sont non élus, qui décident aussi de la politique extérieure des États-Unis. Et la question, c'est plus globalement dans le cadre d'une concurrence avec la Chine et d'autres puissances qui sont, soi-disant, un peu qui remettent en cause l'ordre mondial, etc. Non ? Et donc, ensuite, il y a des gouvernements qui sont plus visés que d'autres, parce qu'ils peuvent exprimer plus ou moins certaines vues un peu différentes, etc. Mais le Brésil, dans le cas du Brésil, c'est juste d'avoir, parce qu'ils aimeraient avoir un gouvernement plus aligné directement, comme c'était le cas de Bolsonaro ou le cas de Milei, qu'aujourd'hui, Milei, c'est un cas vraiment, je pense, manuel, historique. On va étudier le cas de Milei, parce que c'est tout ce qu'il dit, et Trump, c'est bien, tout ce qu'ils font les États-Unis, c'est bien. Mais la question, c'est qu'aussi, il y a ces gouvernements-là, par exemple Lula, à un moment, il y a eu un moment de confrontation, mais tout de suite après, lors du G20, il y a quelques mois, mon ami, disons, il y a une pression historique dans les classes dominantes latino-américaines à capituler, disons, en quelque sorte, céder à la pression de l'impérialisme nord-américain, y compris ces secteurs les plus nationalistes ou nationalistes. Parce qu'il y a une tension, parce qu'en face aussi, il y a toute une masse des pauvres, des millions de pauvres, des travailleurs, etc. Et la question, c'est que quand on encourage trop ça, il peut avoir une remise en cause même du pouvoir, même de ces classes dominantes, même nationalistes. Donc je pense qu'il y a
Et disons, oui, il y a une pression qui est faite sur certains pays, mais en face, la réponse n'est pas toujours à la hauteur. On connaît, mais pas d'aujourd'hui, mais historiquement. Cardenas au Mexique, Perón en Argentine, Vargas au Brésil. Tous ces exemples-là qui ont d'une façon ou d'une autre, soit ils ont été écartés du pouvoir de façon... Enfin, ils ont cédé le pouvoir, soit ils se sont suicidés, comme le cas de Vargas, ou même dans des moments plus tragiques, comme le cas d'Allende au Chili, qui était où il y avait un processus révolutionnaire important, etc., où ces gouvernements qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Allende s'est suicidé au moment où le palais présidentiel est attaqué, mais il n'a jamais décidé d'armer les ouvriers qui demandaient des armes pour défendre son gouvernement. Hein. Donc, je pense que c'est intéressant d'analyser la situation actuelle, aussi dans une perspective historique, et l'attitude que ceux qui dirigent aujourd'hui ces États-là, voilà, ce qu'ils font. C'est pour ça que je disais que, pour moi, le Venezuela aujourd'hui, le futur du Venezuela, dépend en grande partie de la mobilisation des travailleurs, des masses, de la jeunesse, etc. La capacité qu'ils vont avoir de se mobiliser de façon indépendante. Claire, justement, les États-Unis, comment la politique actuelle de Trump, les déclarations, les intentions de Donald Trump sont-elles perçues sur place? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs pour l'empêcher d'agir? Est-ce que dans son propre camp, on est d'accord avec tout ce qu'il fait actuellement? Oui, alors effectivement, il y a des réactions quand même des démocrates qui remettent en cause le double discours qu'il peut avoir, notamment parce que sa politique n'est pas linéaire et qu'il choisit, et c'est en ça que ce discours m'inquiète, dans le sens où, encore une fois, si on se base sur des faits, et il faut se baser sur des faits, le Venezuela était une dictature, Maduro était un dictateur, et ça a été largement démontré. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette habitude de se rebaser sur des faits, parce que même justement Donald Trump les utilise à sa manière. Le fait qu'il ait gracié l'ancien président du Honduras démontre l'incohérence de la politique qu'il mène aujourd'hui avec Maduro. Évidemment, on a 1000 explications, notamment évidemment le pétrole. Et donc... Pour répondre à votre question directement, si on reprend les faits, ils sont contestés par sa base MAGA elle-même en interne, puisque lui, évidemment, explique sa politique étrangère comme une prolongation de sa politique nationale, donc Make America Great Again, on va être respecté de nouveau, on va justement par rapport, comme vous le disiez, aux influences étrangères, notamment la Chine, en Amérique latine, même la Russie, surtout au Venezuela, etc., etc. Donc il y a cette volonté, évidemment, de prolonger sa politique, mais il y a aussi le America First. Et donc, on a ces deux mouvements, en fait, qui se contredisent, et sa base MAGA est clairement en train de se diviser aujourd'hui. On l'a vu, hein, les opposants maintenant un peu traditionnels, qu'on n'attendait pas il y a encore quelques mois, comme Marjorie Taylor Greene, l'a redit. C'est pas pour cela qu'on a voté, ce n'est pas pour ce Trump-là qu'on a voté. Donc, il est beaucoup soutenu, notamment dans le conservateur traditionnel, sur le fait d'avoir fait tomber Maduro. Mais par contre, la question s'est posée sur le fait que quand Trump a dit qu'il allait prendre le pouvoir, du coup, sur le Venezuela, là, on a senti qu'il y a quand même plus de réactions. Comment va-t-il faire? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des troupes américaines? Donc, d'un coup, c'était jusqu'où l'engagement américain va aller, jusqu'où combien ça va coûter. Et justement, au profit de qui? Et c'est un peu la question que Marjorie Taylor Greene posait, c'est-à-dire que la politique, elle était faite pour les entreprises qui vont exploiter le pétrole, pour les plus riches, etc. Et donc, elle l'appelait, Trump et le gouvernement, à revenir à une politique d'affordability, encore une fois, donc de lutte contre la vie chère, ce pourquoi Trump aurait été élu par sa base MAGA, qui, encore une fois, est entre complotisme et un peu mégalomanie de Trump. Merci beaucoup. Je suis navré, désolé, mais l'émission touche à sa fin. On peut vous retrouver, Claire Abès, et j'espère que dans Politico Boy, l'émission dans laquelle vous intervenez régulièrement avec mon confrère Erwin Magie, pourrait développer plus en longueur justement tout ce qui va se passer dans les prochains jours et prochaines semaines en Amérique latine, avec Donald Trump. Merci beaucoup, Philippe Ristic, pour tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui sur le Venezuela. Je rappelle votre livre
Venezuela, la révolution n'est toujours pas télévisée. Donc, chronique de l'élection présidentielle de 2024. La révolution n'est pas télévisée, un titre de Jill Scott Heron à l'époque. Avec des sources et des arguments. Ouais, des faits aussi. On le lira. Pas que certains faits. D'accord, on aura compris votre position, il n'y a pas de souci. Et merci Philippe Alcoy aussi de nous avoir apporté vos lumières. Vous faites partie du comité, vous êtes chercheur indépendant et faites partie du comité international de révolution permanente. Merci à vous de nous avoir suivis. Le Toujours Debout aura duré un peu plus longtemps que prévu. Il s'arrêtera maintenant. Bonne soirée sur le Média.